Bonjour et bienvenue sur le vidéo chat mis en place par Sedge. Un vidéo chat qui va durer environ 30 minutes et dans lequel nous allons vous donner les clés pour bien comprendre le contexte et les enjeux de la nouvelle norme que l'on appelle SEPA. Alors, tout au long de ce vidéo chat, n'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes là pour y répondre et permettre à vous et votre entreprise à effectuer en toute tranquillité la bascule. Norbert Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour la gamme Sedge 100. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre aux questions que se posent les internautes. Mais avant, je souhaiterais que vous reveniez un petit peu sur les fondamentaux de la communication bancaire, car il nous paraît tout de même essentiel de bien comprendre comment une entreprise et sa banque communiquent entre elles pour saisir l'évolution qui est en cours. Alors, effectivement, je pense que c'est un bon préambule peut-être de commencer par s'intéresser du contexte, de la communication bancaire, pour peut-être bien expliquer ce dont il s'agit. Donc lorsqu'on parle de communication bancaire, il s'agit ni plus ni moins que d'échanges dématérialisés entre des banques et des entreprises. Donc on peut distinguer deux typologies de flux, ce qu'on appelle les flux allés, qui partent en fait des entreprises à destination de leurs banques. Et dans ce cadre-là, les entreprises émettent des ordres bancaires. Donc ça peut être des ordres de virement, des ordres de prélèvement ou des remises de LCR. Enfin, il y a toute une palette finalement d'ordres qui sont mis à la disposition des entreprises pour interagir avec leurs banques. Et puis ensuite, il y a les flux retour, ceux qui partent de la banque à destination des entreprises. Et là, je dirais que principalement, on retrouve dans cette catégorie les remises de relevés de compte qu'adressent les banques à l'attention des entreprises. J'imagine que tout ceci est normé. Alors effectivement, les fichiers qui sont utilisés, puisqu'on parle de fichiers informatiques qui sont utilisés dans ce cadre, ces fichiers donc, qui sont utilisés, ils sont normés, et cela de manière nationale, au niveau national. Donc en France, c'est le CFONB, le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire, qui définit ces formats de fichiers à utiliser. Et donc par ce biais, donc, on produit les fichiers nécessaires pour échanger entre les banques et les entreprises. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais ces fichiers, les entreprises ne les fabriquent pas de toutes pièces. Elles le font sans doute avec des moyens mis à leur disposition. La réponse est oui, et elles le font au travers de solutions logicielles. Donc on parle de logiciels de gestion des moyens de paiement qui se chargent donc de générer ces ordres bancaires, de générer ces formats de fichiers qui répondent des normes locales, donc pour la France, le CFONB. Et techniquement, comment ces fichiers sont transmis de l'entreprise à la banque et inversement? Alors, il y a un dispositif technique qui est sous-jacent et qui permet donc de véhiculer les fameux fichiers que l'on a évoqués à l'instant, et cela donc au moyen d'un protocole de communication qui est dédié, qui est jusqu'à aujourd'hui le protocole ETHBAC. Ce protocole, il s'appuie sur un réseau de téléphonie, qui est le réseau X25, on appelle aussi Transpac, qui soutient donc ce protocole de communication. Donc c'est par ce biais en fait que la communication est opérée. Et là encore, il y a une solution logicielle qui est mise à disposition des entreprises pour réaliser ces communications bancaires. C'est ce que l'on appelle les logiciels de communication bancaire. Voilà. Donc si l'on résume, les fichiers pour la norme nationale, c'est le CFONB à l'heure actuelle. Ces fichiers contiennent des informations bancaires et sont transmis vers la banque ou inversement grâce à un protocole qui est à l'heure actuelle ETHBAC. C'est exactement cela. D'un côté, les fichiers donc normés pour émettre les ordres bancaires ou réceptionner les relevés de compte. Ces formats de fichiers donc, sont manipulés et générés par des solutions de gestion des moyens de paiement. On pourrait symboliser cette application comme étant le script qui rédige le courrier en fait, et qui le met dans une enveloppe. Et ensuite, donc, ces fameux fichiers sont véhiculés de l'entreprise vers la banque ou de la banque vers l'entreprise, et cela donc au travers d'un protocole de communication, ETHBAC on l'a dit historiquement, et cela donc au travers d'une solution de communication bancaire. Si on voulait imager quelque part cette solution, on pourrait considérer que c'est le facteur qui va prendre le fameux pli qui a été rédigé par le script, donc le logiciel de gestion des moyens de paiement, et l'achemine soit de l'entreprise vers la banque, soit de la banque vers l'entreprise. Alors nous avons une première question de l'internaute qui dit la chose suivante. Lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que tout ceci marche parfaitement. Alors pourquoi changer? Alors effectivement, ça fonctionne parfaitement depuis de nombreuses années, mais malgré tout, il y a de bonnes raisons pour évoluer aujourd'hui. La première peut-être, ce sont les formats de fichiers. On l'a dit tout à l'heure en introduction, ces formats, ils sont définis sur le plan national. Et donc dès lors que l'entreprise est amenée à échanger avec des partenaires qui sont situés en dehors de nos frontières,
eh bien, on va être confronté à une problématique toute simple, c'est qu'il va falloir manipuler différentes typologies de formats de fichiers selon le pays de destination. Et cela donc peut donner un caractère de complexité pour l'entreprise, alors qu'on a à manipuler différents formats. Donc le CEPA a été créé, les formats CEPA ont été créés dans cette logique-là pour harmoniser les formats de fichiers à utiliser au sein de la zone CEPA. Ça c'est pour la norme, qu'en est-il pour le protocole? Alors le protocole lui aussi, il est concerné par du changement, puisque première chose, eh bien, le protocole aujourd'hui qui est utilisé donc, depuis déjà de nombreuses années, le protocole ETHBAC, ne supporte pas les nouveaux formats de fichiers CEPA qu'on vient d'évoquer. Donc il n'est pas capable d'en assurer le transport, de par leur structure. Donc ça c'est une première raison valable. Puis la seconde, encore plus implacable, c'est que le réseau de téléphonie qui soutient le protocole ETHBAC, donc le fameux réseau X25 ou Transpac, peu importe comment on l'appelle, ce réseau, en fait, son opérateur, Orange Business Service, a annoncé il y a quelques mois qu'il n'était plus en capacité d'en assurer la maintenance, et cela dès le mois de septembre, dès la fin du mois de septembre 2011, donc dès demain. Oui. Alors, ça veut dire en clair que le protocole ETHBAC va disparaître. Exactement. Alors, il va être remplacé par quel type de protocole? Alors, le CFONB, le même organisme dont on a parlé tout à l'heure, donc qui définit les formats de fichiers, a désigné deux protocoles pour succéder à l'ETHBAC, le protocole EBIX et le protocole SwiftNet. Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse en préambule sur le protocole SwiftNet pour dire quelque chose de très simple. Ce protocole, il est particulièrement adapté à des grandes entreprises, plutôt des profils de multinationales ayant des implantations multiples dans le monde et qui ont des besoins en termes d'échanges financiers qui sont extrêmement importants. De plus, ce protocole, il sous-entend une dimension coût qui est largement surdimensionnée pour, je dirais, des prétentions des PME. Donc, dans un tel contexte, Sedge a retenu le protocole EBIX comme successeur du protocole ETHBAC pour la cible, en particulier des PME. Alors, d'un côté, la norme CEPA a vu le jour pour une raison d'harmonisation des échanges, et de l'autre côté, le protocole EBIX lui a vu le jour pour faire face à un problème structurel, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, une autre question d'internaute qui nous dit la chose suivante: que veut dire exactement le terme CEPA? Alors, CEPA, effectivement, c'est intéressant peut-être de s'attarder un tout petit peu sur cet acronyme. De quoi s'agit-il? Bien, en anglais, CEPA, Single Euro Payment Area. Donc, si on traduit en français, c'est une zone de paiement unifiée en euros. Donc, ce CEPA, il a été créé en 2006 par l'Union européenne sous l'impulsion de la Banque centrale européenne, et cela donc dans la continuité de la création de la monnaie unique en Europe. Sa vocation, son objectif, il est extrêmement simple, c'est d'harmoniser et d'unifier la gestion des moyens de paiement en Europe. Ça veut-il dire que seuls les pays appartenant à l'Union européenne sont concernés? Alors en réalité, le territoire CEPA est un peu plus étendu que l'Union européenne qu'on connaît traditionnellement. Donc il y a bien entendu les 27 pays appartenant à l'Union européenne, mais on va retrouver également 5 pays supplémentaires. Tout d'abord 4 qui sont issus de l'AELE. Alors l'AELE, il s'agit de l'Association européenne du libre-échange, dans laquelle on va retrouver le Liechtenstein, l'Islande, la Norvège et la Suisse. Et puis au-delà des 4 pays de l'AELE que je viens de citer qui ont rejoint la zone CEPA, il y a un 5e pays qui s'est également joint à ce territoire CEPA, c'est Monaco. Mais parmi les pays, sauf erreur de ma part, parmi ces pays que vous venez de citer, certains, à l'exemple de la Suisse, n'ont pas comme monnaie l'euro. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Effectivement, vous pointez du doigt une réalité qui d'ailleurs peut être élargie à d'autres pays, puisque la Suisse, effectivement, n'utilise pas l'euro au quotidien comme monnaie locale, mais on pourrait citer également le Royaume-Uni ou encore le Danemark, voire même la Roumanie, qui pourtant sont membres de l'Union européenne et qui n'utilisent pas au quotidien l'euro comme monnaie locale. Mais pour tous ces pays qui pourtant appartiennent à la zone CEPA, il y a une toute petite contrainte en fait qu'ils doivent respecter pour pouvoir utiliser ces formats de fichiers, c'est simplement que les flux qui sont échangés par ce biais doivent être exprimés en euros. Alors pas mal de réactions sur Internet et une question récurrente qui est la suivante: quand doit se faire la bascule pour les entreprises? Quand est-ce qu'elles doivent passer à la norme CEPA et au protocole EBIX? Alors, il y a plusieurs dimensions qui motivent quelque part le calendrier, mais si on prend la plus évidente, c'est déjà le protocole. On l'a dit tout à l'heure, Orange Business Service a annoncé
l'arrêt de maintenance du réseau de téléphonie qui soutient le protocole ETHBAC, et cela donc pour le 30 septembre 2011, donc c'est vraiment demain. Donc là, il y a une première motivation d'ordre technologique à s'inscrire très rapidement dans une dynamique de changement, au moins déjà pour le protocole. Ensuite, il y a la partie normes de fichiers. On le voit aujourd'hui, donc il y a historiquement les formats de fichiers, les nombreux formats de fichiers qui répondent des normes locales, nationales, avec notamment pour nous, Français, les formats définis par le CFONB. Et puis maintenant, on voit des nouveaux formats qui émergent avec les formats SEPA. En particulier aujourd'hui, on a le format de virement SEPA, le SCT, SEPA Credit Transfer, et puis le format pour permettre les prélèvements SEPA, donc le SDD, SEPA Direct Debit. Donc ce sont des nouveaux formats mis à disposition. Donc on a en parallèle deux formats de fichiers qui sont mis à disposition des entreprises. On pourrait un petit peu quelque part faire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a quelques années lorsqu'on a passé à la monnaie euro. Lorsqu'on est passé à la monnaie euro. On a eu pendant une période de quelques années la possibilité d'utiliser les deux devises pendant une période donnée. Eh bien, de la même façon, ici, on est entré dans une période de transition où les entreprises vont pouvoir faire des échanges en utilisant l'une ou l'autre des deux typologies de format de fichier. En réalité, la tendance et ce qui va suivre derrière, c'est bien évidemment que les formats SEPA vont devenir la nouvelle référence. Et cela, donc, aujourd'hui, on peut parler d'une perspective d'une obligation d'utiliser ces nouveaux formats à horizon 2012-2013. Donc, il y a lieu quand même pour les entreprises à anticiper sur ces changements et à tout de suite tirer parti de tous les nombreux bénéfices que sous-entend l'utilisation de ces nouveaux formats SEPA. Mais par rapport à la méthodologie à mettre en place, parce que si je comprends bien, d'un côté, donc on a bien compris, il y a le protocole, là il y a urgence de le changer, et puis le passage de la norme CFONB à la norme SEPA, on a un délai. Mais faut-il opérer le changement simultanément du protocole et de la norme, ou faut-il mieux passer en deux étapes? D'abord préparer son entreprise au protocole EBIX, puis ensuite préparer son entreprise à la norme SEPA. Que faut-il faire? Je crois que la démarche la plus simple pour l'entreprise, c'est d'aller à l'essentiel et de gérer cette évolution. On ne peut pas parler de révolution, mais vraiment d'évolution en toute simplicité. Et cela donc en ayant une approche globale, en changeant simultanément à la fois de protocole et de format de fichier pour éviter d'avoir à gérer deux gestions de changement pour finalement quelque chose qui reste quand même assez léger comme évolution dans l'organisation de l'entreprise. Alors, une autre question d'un internaute qui dit la chose suivante. Si j'ai bien compris, la norme SEPA va me permettre de commercialiser à travers l'Europe. Cependant, je ne fais du commerce que sur la zone nationale, à savoir la France. Si je ne me résous pas à effectuer la bascule, que peut-il m'arriver? Alors, bien évidemment, par rapport à l'utilisation des formats SEPA, à court terme, on l'a vu, il n'y a pas d'obligation immédiate. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'impact immédiat. Cependant, il y a quand même la dimension technologique, technique liée au protocole. Et là, on l'a vu, il y a quand même une échéance qui est très proche, qui est le 30 septembre 2011, et qui sous-entend un dispositif ETHBAC qui pourrait être inefficace et inopérant à compter d'octobre 2011. Donc, au moins pour la dimension du protocole, il y a lieu de s'inscrire dans cette dynamique de changement. Sans quoi, eh bien, cette entreprise pourrait se retrouver confrontée à des difficultés arrivées en octobre 2011, dans le cas où le protocole ETHBAC ne fonctionnerait plus, ne serait plus opérant, et donc incapacité pour elle, par exemple, d'émettre des virements pour payer les salaires des collaborateurs, avec toutes les tracasseries que ça peut entraîner pour l'organisation de l'entreprise. Donc ça, c'est une illustration, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Donc il y a lieu de s'inscrire dans cette dynamique de changement, au-delà de l'utilisation des formats de fichiers SEPA, bien que je dirais quand même que l'entreprise a tout intérêt à s'inscrire dans une utilisation de ces formats SEPA, pour tous les bénéfices qu'ils sous-entendent. Tout intérêt, je dirais presque même, elle n'a pas le choix, parce que finalement, au bout de 1, 2 ans, on ne sait pas encore vraiment, tout se fera, les échanges se feront sous forme SEPA. Donc cette bascule est inévitable. On est d'accord, effectivement. De toute façon, c'est la tendance qui va être suivie, donc autant s'inscrire, je dirais, de manière proactive dans cette nouvelle dynamique, plutôt que de le subir dans les derniers instants, où on sera dans une logique d'obligation subie d'utiliser les formats SEPA. J'ose tout de même poser cette question, si on n'a pas le choix, il y a quand même des avantages. Alors il y a de nombreux avantages, on les a pas encore évoqués, mais on y a fait allusion à plusieurs reprises. Déjà pour une entreprise qui échange avec des partenaires situés en dehors de nos frontières, il y a bien évidemment
l'avantage évident de l'harmonisation des formats de fichiers à utiliser dans le cas de ces échanges. Donc, un format unique versus des multiples de formats, ça a quand même un intérêt évident pour l'entreprise. Et puis, il y a aussi d'autres avantages sous-jacents liés à cette manipulation d'un format unique, c'est que les délais de traitement, les délais de prise en compte des ordres bancaires émis au sein du territoire SEPA vont être harmonisés. Aujourd'hui, quand vous émettez un virement sur différents pays européens, vous allez avoir des délais de prise en compte qui vont être à géométrie variable selon le pays de destination. De même, les coûts que vont vous facturer les banques pour faire ces virements, soit en Allemagne, en Pologne ou en Autriche, ils vont potentiellement être différents selon les pays là encore. Donc tout ça, avec l'arrivée des formats SEPA, devient harmonisé, homogénéisé, avec un délai de prise en compte qui est le même, que l'on fasse un virement domestique, c'est-à-dire en France ou dans l'un des pays appartenant à la zone SEPA, et le coût du virement, de l'ordre, sera également le même. Donc finalement, gain de temps, gain d'argent, donc plus de productivité pour les sociétés. Tout à fait. Et puis il y a aussi d'autres bénéfices fonctionnels. Ce qu'on peut dire, peut-être pour donner un propos qui soit extrêmement intelligible, sans rentrer dans la technicité, c'est que les formats CFONB, les formats que l'on utilisait historiquement, étaient fondés sur une technologie de fichiers qui était assez ancienne, donc ce qu'on appelle les formats fixes, donc qui ne permettaient pas un enrichissement à souhait du contenu de ces fichiers. Et aujourd'hui, avec les formats SEPA, on dispose d'une technologie de fichiers qui est plus moderne, format extensible, variable. Donc l'intérêt, c'est que désormais les formats de fichiers SEPA vont pouvoir embarquer plus d'informations que l'on ne pouvait en embarquer précédemment avec les anciens formats de fichiers. Je prends un exemple concret. Si aujourd'hui une entreprise règle un de ses fournisseurs en effectuant un virement, en utilisant un fichier de format SEPA, cet ordre bancaire de virement va pouvoir embarquer la référence de la pièce comptable concernée, donc la facture du fournisseur. Cette information, au-delà d'être véhiculée dans le virement, elle va ensuite pouvoir être restituée par la banque sur le relevé de compte que la banque mettra à disposition de l'entreprise. Et donc derrière, on sous-entend d'autres bénéfices pour l'entreprise, notamment autour des traitements comptables qui sont réalisés par l'entreprise sur ce relevé de compte. Donc je pense en particulier à des traitements tels que le rapprochement bancaire ou le lettrage des comptes. Ces traitements vont pouvoir être automatisés de manière encore plus accrue qu'on ne pouvait le faire historiquement. Ça, grâce au format SEPA. Alors on a une question d'un internaute qui a très bien compris que finalement la norme SEPA permet l'harmonisation des échanges sur la zone euro, on va dire, et qui dit: qu'en est-il pour les paiements vers les USA, par exemple? Garde-t-on les normes de virement internationaux et quel protocole de communication utilise-t-on? Alors, pour les échanges en dehors de cette zone SEPA, on va continuer à utiliser les formats qui étaient définis pour les virements internationaux. Donc, pas vraiment véritablement de changement pour l'entreprise. Seul le protocole, par contre, lui va changer, puisque là, on va passer, bien sûr, par le protocole EBIX pour émettre l'ordre d'attention de la banque de l'entreprise. Alors je reviens sur les avantages. Je crois savoir aussi, au-delà de l'avantage, on a vu, d'enrichissement de contenu, de l'avantage de gain de temps, de l'avantage de gain d'argent, donc plus de productivité, je crois savoir qu'il y a aussi un avantage technique, purement. Alors effectivement, on peut aussi souligner un avantage technique qui est là, cette fois lié plus au protocole. On l'a dit, le protocole EBIX s'appuie sur la technologie Internet. Donc, de par ce fait, on va gommer un des freins que l'on avait historiquement pour le déploiement des solutions de communication bancaire, qui était lié à la nécessité de disposer dans l'entreprise d'une ligne de téléphonie analogique. Eh bien oui, historiquement, avec le protocole TBAC, il fallait déployer un modem connecté au PC et à une ligne de téléphonie analogique pour établir la communication bancaire. Or, on le sait aujourd'hui dans les entreprises, eh bien, c'est la téléphonie sous IP qui est prédominante. Et de fait, on est très souvent confronté à une problématique toute simple, c'est qu'il n'y a pas de ligne analogique téléphonique dans l'entreprise. Donc on est obligé d'aller solliciter Orange pour faire intervenir un technicien, pour aller déployer une ligne téléphonique analogique, enfin une technologie obsolète qui plus est, juste pour mettre en place une solution de communication bancaire, ce qui paraît complètement absurde aujourd'hui. Tout cela, donc, on oublie, on passe donc à l'EBIX, et donc seule une connexion Internet est requise dans l'entreprise. D'ailleurs, il y a un internaute qui réagit et qui dit: si je comprends bien, lorsque je passerai au protocole EBIX, je devrais équiper mon ordinateur d'Internet. Alors effectivement, ça c'est implacable, je dirais. Le poste de communication, en tout cas le poste qui établit les communications, devra effectivement être connecté à Internet. Ça, c'est absolument nécessaire.
Une autre question d'un internaute qui est quelque peu inquiet et qui demande est-ce que les échanges sont bien sécurisés? Alors là, on a une question effectivement qui est particulièrement saillante et pertinente puisqu'on parle d'Internet, donc cette dimension sécurité, elle est cruciale, et qui plus est lorsqu'on parle d'échanges financiers entre des entreprises et des banques. Donc cette dimension sécurité, bien sûr, elle est parfaitement adressée, et c'est le protocole EBIX qui se charge donc de traiter cette dimension de sécurité. Alors il la traite à plusieurs niveaux. Il y a déjà un premier niveau qui est le cryptage des informations. Toutes les données qui sont véhiculées, elles sont bien entendu cryptées, donc non interprétables par quiconque. Et qui plus est, au-delà des scénarios de cryptage qui sont proposés dans ce protocole, il y a aussi tout un dispositif de scellement avec des certificats numériques qui rendent donc l'information inaccessible à des personnes non autorisées. Alors, pas mal de réactions là encore sur le web. Et puis, une question qui revient souvent, c'est comment effectuer cette bascule? Vers qui les chefs d'entreprise doivent se tourner? Vers la banque? Vers leurs partenaires? Comment on effectue ce passage de normes l'une à l'autre? Et puis, c'est une excellente question, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place de ce type de solution, de cette évolution donc de TBAC à EBIX, devra se faire autour d'une organisation tripartite, donc avec l'entreprise bien évidemment en premier chef qui est intéressé donc premier niveau par cette mise en œuvre, sa banque ou ses banques, enfin, ses partenaires bancaires et son partenaire informatique. Les banques ou les partenaires bancaires, pour une raison simple, c'est que la mise en place de ce type de scénario d'échange entre la banque et l'entreprise, eh bien, elle se fait de manière contractualisée entre l'entreprise et la banque. Et donc, historiquement, une entreprise qui faisait de la communication bancaire en était BAC. Elle avait contractualisé avec sa banque les échanges qu'elle souhaitait réaliser avec elle au travers de contrats ETBAC. Et bien, dans cette même logique, pour faire la même chose en EBIX, l'entreprise doit contractualiser avec sa banque de nouveaux contrats EBIX, quelque part. Donc ça, c'est une première dimension, je dirais, de contrat à mettre en œuvre entre l'entreprise et la banque. Ensuite, il y a le partenaire informatique. Le partenaire informatique qui a en charge le dispositif donc, de gestion, donc des solutions de gestion que l'entreprise utilise, il est particulièrement pertinent de l'associer à ce chantier, à cette évolution du système de gestion, puisqu'il est le garant finalement eh bien, de la solution globale qui est déployée dans l'entreprise. Donc il va de la comptabilité, peut-être une solution de gestion de la paye, une gestion de trésorerie, etc. Et donc il faut qu'il y ait une personne qui soit en capacité d'appréhender toute la problématique dans sa globalité, au-delà du simple déploiement d'une solution de com bancaire ou d'une solution de gestion des moyens de paiement. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait cette vision globale. Donc c'est pour ça qu'il faut bien entendu que l'entreprise associe son partenaire informatique dans cette gestion du changement. Une autre question, alors, parce que là on rentre vraiment dans le concret. Si notre banque nous propose un système qui convertit les fichiers sommes, sommes-nous obligés de changer de version MDP? Alors MDP, pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas l'acronyme, il s'agit de moyens de paiement, c'est le nom de la solution proposée par Sedge sans moyens de paiement. Donc bien évidemment, dans le cadre de cette évolution, il convient de passer dans la dernière version de Sedge sans moyens de paiement. Donc il y a une évolution de version à réaliser pour les clients qui sont déjà utilisateurs de cette solution. Et pour ceux qui n'en ont pas encore fait l'équipement, il faut souscrire à cette offre pour pouvoir bénéficier des nouveaux formats CEPA et utiliser le nouveau protocole EBIX. D'ailleurs, Sedge accompagne ses clients dans ce passage-là. Alors effectivement, Sedge propose toute une gamme d'accompagnement dédiés à la fois à ses clients, mais aussi aux entreprises qui souhaiteraient acquérir des solutions Sedge et qui aujourd'hui n'en ont pas forcément, mais qui sont séduites par nos solutions, notamment en termes de communication bancaire et de gestion de moyens de paiement. Donc on peut distinguer deux profils finalement de dispositifs d'accompagnement déclinés par Sedge et ses partenaires. Le premier, on va dire qu'il est plutôt décliné pour des profils d'entreprises qui sont déjà utilisatrices de la communication bancaire, donc qui sont déjà rompus finalement à un usage quotidien d'émission d'ordre, de récupération de relevés de compte, de rapprochement déjà assez fortement automatisé, etc. Pour ces entreprises-là, finalement, on est plus dans un scénario d'évolution du système de gestion de l'entreprise pour se mettre en conformité avec ces nouveaux formats et ces nouveaux protocoles. Donc dans ce cadre-là, Sedge et ses partenaires proposent un dispositif d'accompagnement à distance, extrêmement simple, pour accompagner l'entreprise
dans sa démarche de monter en compétence sur l'utilisation des formats CEPA et des protocoles ETBAC. Donc c'est un dispositif vraiment très, très simple pour l'entreprise puisqu'on va l'accompagner simplement avec des techniciens au téléphone qui vont guider pas à pas l'utilisateur pour adapter finalement son paramétrage qui est déjà en œuvre finalement. Puisque la solution est déjà opérationnelle dans l'entreprise depuis de nombreux mois avec l'utilisation des protocoles ETBAC. Ça, c'est la première typologie. Ensuite, il y a les entreprises qui, jusqu'à aujourd'hui, ne font pas de communication bancaire et n'ont pas développé ce type d'usage. Pour celles-là, Sedge et ses partenaires proposent un autre type d'accompagnement plus important, on va dire, plus adapté, pour des entreprises donc, qui veulent à la fois déployer ces nouvelles solutions, donc les intégrer dans leur système de gestion, les configurer, se former à l'utilisation de ces outils et de gestion des moyens de paiement et de communication bancaire, et donc mettre en œuvre, je dirais, plus d'automatisme, plus de productivité dans leur système de gestion. Dans ce cadre-là, là encore, Sedge et ses partenaires proposent un dispositif donc, très adapté qui va de l'accompagnement à l'installation de la solution, en passant par la formation des utilisateurs, l'aide au paramétrage des solutions, et jusqu'à une aide au démarrage sur les premières échéances. Donc vraiment un accompagnement par la main de l'entreprise, du début à la fin. C'est un peu du sur-mesure finalement. Complètement. Alors on a une autre question qui nous dit, voilà, nous sommes avec ETBAC 3 et disposons d'un logiciel de communication bancaire Dial Bank. Ce logiciel a été racheté par Sedge. Aussi, pouvez-vous nous confirmer qu'avant la disparition d'ETBAC 3 en octobre 2011, vous aurez trouvé une solution technique permettant de passer sur le système de transmission IBIX sans modification du contrat que nous avons actuellement? Alors, pour des entreprises utilisatrices d'une solution historiquement fondée sur l'utilisation du protocole ETBAC, ici on a cité l'exemple Dialbank, bien évidemment, Sedge propose des solutions aujourd'hui qui vont permettre à ces entreprises de basculer sur des environnements technologiques plus modernes qui s'appuient notamment sur l'utilisation du protocole EBIX et donc permettront également d'interagir avec le reste de leur système de gestion. Donc, oui, bien évidemment, on va le proposer. Par contre, pour ce qui est du maintien du contrat en place historiquement sur cette solution Dialbank, là je ne peux pas répondre comme ça, j'en ai pas connaissance, donc je ne peux pas affirmer ce qu'il en sera dans ce contexte précis. Alors une autre question, nous utilisons actuellement TELBAC 100 pour nos communications bancaires ETBAC. La migration vers une version compatible avec la norme EBIX se fera-t-elle par une mise à jour de TELBAC 100 ou par l'acquisition et l'installation complète d'une nouvelle solution? Alors TELBAC 100, peut-être pour resituer le produit, c'est la solution proposée par Sedge historiquement pour réaliser les communications bancaires sur le protocole, via le protocole ETBAC. Donc cette solution, elle est intimement liée à l'utilisation du protocole ETBAC. Donc elle n'a pas lieu aujourd'hui d'évoluer en elle-même. En revanche, c'est bien la solution de gestion des moyens de paiement qui doit être mise à jour dans le cadre de ce client. Pour d'une part, supporter les nouveaux formats CEPA dont on a beaucoup fait l'éloge tout à l'heure, et également pour gérer la compatibilité avec le nouveau protocole EBIX, puisque c'est cette nouvelle solution de gestion des moyens de paiement proposée par Sedge, Sedge sans moyens de paiement EBIX, qui supporte à la fois les nouveaux formats CEPA et l'utilisation du nouveau protocole EBIX. Alors, pas mal de questions, encore une. J'ai entendu parler du CEPA, mais ma banque n'a pas communiqué sur ce sujet, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Quelles sont les démarches que je dois effectuer, il y a quelle date, et quelles en sont les implications commerciales pour moi? Alors, effectivement, je vous rejoins sur l'effet de surprise lié à cette banque qui n'a pas encore communiqué sur l'avènement des nouveaux protocoles destinés à suppléer le protocole ETBAC, puisque c'est vrai que si en début d'année 2010, il y avait encore quelques banques dont les dispositifs serveurs n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts pour supporter des communications via le protocole EBIX, aujourd'hui, je pense que l'intégralité des banques ont les dispositifs en place et opérationnels pour permettre à leurs clients de réaliser des communications bancaires sous EBIX. Mais bon, peu importe, dans le contexte de ce client, bien évidemment, il faut qu'il se rapproche d'une part de sa banque pour actualiser les contrats pour les échanges télématiques qui sont en vigueur avec elle, donc passer de contrats s'appuyant sur le protocole ETBAC vers des contrats s'appuyant sur le protocole EBIX, et puis ensuite il y a lieu de se rapprocher de son partenaire informatique habituel pour évoluer en termes de solutions logicielles
pour acquérir une solution compatible avec l'utilisation du protocole MX et des formats SEPA. Alors une autre question à laquelle nous avons déjà quelque peu répondu, c'est quel est l'impact de SEPA sur les systèmes de gestion utilisés par l'entreprise, à savoir enrichissement de ces applications pour rajouter les informations nécessaires au SEPA. Alors effectivement, c'est une question intéressante puisque au-delà de la mise en œuvre des solutions donc de gestion des moyens de paiement, des solutions de communication bancaire, l'une pour répondre à support des formats SEPA, l'autre pour répondre au support du protocole EBIX, il y a une autre dimension qui est intéressante à relever, qui est liée au système de gestion en général de l'entreprise, dans lequel on va retrouver des informations qui sont utilisées à chaque fois qu'on établit des communications bancaires, et en particulier les coordonnées bancaires du destinataire de l'ordre. Donc quand on parle de coordonnées bancaires, on parle notamment du RIB, que l'on manipule tous, je dirais pas au quotidien, mais en tout cas assez fréquemment, pour nos propres banques, nos propres comptes bancaires. Pardon. Eh bien, ces coordonnées bancaires, dans le cadre du SEPA, elles doivent être enrichies pour passer non plus du RIB, mais à la clé BIC plus IBAN, c'est-à-dire la même identification bancaire, mais étendue à un niveau international en fait. Eh bien, cette information-là, donc cet élargissement, on va dire, de l'identification bancaire, passage du RIB à l'IBAN plus BIC, il doit aussi se transcrire au niveau du système de gestion de l'entreprise. Et donc, dans ce cadre, au niveau des prestations d'accompagnement que propose Sedge et ses partenaires, eh bien, il y a un dispositif technique qui est mis à disposition de nos clients pour les aider à faire cette évolution, et cela de manière totalement automatisée. Donc, par un dispositif technique sur nos serveurs, où on fait une communication entre l'entreprise et nos serveurs pour upgrader, enfin, mettre à jour la base client en enrichissant ses coordonnées bancaires. Donc. Une autre question, bonjour, je souhaiterais savoir quel va être l'impact de l'application du SEPA sur mon fonctionnement commercial. Entre parenthèses, dois-je faire signer un document à chaque client ou plusieurs, selon le nombre de contrats chez nous? Alors, vis-à-vis des clients de l'entreprise qui réalisent des échanges dématérialisés avec sa banque, il n'y a pas de nécessité de contractualiser quoi que ce soit vis-à-vis des clients, puisque c'est juste, à mon avis, une convention de modalité de paiement entre l'entreprise et ses propres clients, où l'entreprise va convenir d'un mode de règlement, plutôt virement, plutôt prélèvement, etc. Mais sur l'utilisation des formats par l'entreprise même, elle n'a pas impacté ses clients. Alors une dernière question, c'est un internaute qui nous dit la chose suivante. Voilà, je n'ai pas de logiciel Sedge, est-ce que vous m'accompagnez tout de même dans ce changement? Alors bien évidemment, nous ne faisons pas des solutions de communication bancaire ou de gestion des moyens de paiement exclusivement pour les clients Sedge. Bien entendu, ces solutions elles sont destinées à l'ensemble des entreprises qui souhaitent en bénéficier, et ces solutions sont bien sûr interfaçables avec des systèmes de gestion autres que ceux proposés par Sedge si nécessaire. Benjamin, merci. Vous l'avez compris, que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, le passage à la norme SEPA est inévitable. Alors prenez les devants si vous souhaitez faire cette bascule en toute tranquillité. Nous espérons avoir répondu à vos préoccupations, vos questions. Quoi qu'il en soit, s'il en reste d'autres, n'hésitez pas à vous tourner vers vos partenaires Sedge ou bien à consulter le site dont voici l'adresse www.sedge.fr/PME. Je répète, www.sedge/PME. Vous avez aussi un numéro à votre disposition, le 0825 825 603, 0825 825 603. Merci de votre écoute et à très bientôt.